parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Bienvenue à cet épisode sur les avatars. Conteur, humoriste, psychomique, Serge-Yvan Bourque, vous êtes un personnage en soi. Vous n'êtes pas fermé à l'idée qu'on crée un avatar à votre image pour un jeu vidéo, même si vous n'avez pas touché à une console de jeu depuis les années 80. C'est en plein ça. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Thibaut Pérouma, gamer à vos heures. C'est sûr que la question des avatars vous intéresse. Bienvenue. Merci. Stéphanie Gagné, à part les petits bonshommes bleus dans le film de James Cameron, les avatars, ça vous dit pas grand-chose, mais votre curiosité vous amène à participer à l'émission. Bienvenue. Alors, parce que nous avons à cœur votre culture personnelle et celle de nos téléspectateurs, je vous propose une première immersion dans la toute dernière extension de World of Warcraft, un jeu de rôle en ligne, le plus populaire de tous les temps, ayant rassemblé plus de 12 millions de joueurs en 2012. Entrons dans l'univers de Dragonflight. Le monde a volé en éclats. Il hurle sa souffrance. Nous devons lui porter secours. Nous vous confions notre demeure ancestrale. Gardien. Des réactions? C'est d'une grande beauté, vraiment. Serge-Yvan? Ben oui, c'est magnifique. Moi, je m'y connais peu en matière de jeux vidéo, mais j'ai comme l'impression que le scénario de base te donne le goût de jouer. Puis je vais être dans ça, moi, tu sais, comme personnage. Ouais, aussi, c'est ça. ouais. L'équipe Tip Top a tenté de comprendre ce qui plaisait aux gamers dans ce type de jeu. Voici ce que Simon nous a répondu. Tu es assis devant ton ordinateur, puis je pense que c'est un moyen de découvrir pour quelqu'un qui le fait pas dans la vie puis qui voyage pas, dans le fond. Des fois, le monde sont juste là devant leur écran pour discuter avec d'autres. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire, vous? Le côté coopératif, de sentir comme un genre de sentiment d'appartenance à une communauté, parce que moi, c'est sûr certain que je suis quelqu'un de sociable qui aime bien les rencontres humaines. Ça, je trouve ça extraordinaire pour ça. Thibaut, qu'est-ce que vous retrouvez dans ces jeux? Chaque personnage a une histoire qui est détaillée, puis que tu peux explorer dans le jeu. Donc, c'est... Ouais, moi, c'est ça que j'aime. Une bonne histoire, ça me garde occupé. Nous avons demandé à notre expert et gamer, M. Michael Lessard, qui est gérant d'un pub ludique qui met de l'avant les jeux de société, de nous expliquer un peu ce qui était si stimulant dans la vie d'un avatar. On l'écoute. Pour ma part, c'est beaucoup dans la résolution de problèmes. C'est beaucoup de persévérance aussi. Donc, on peut faire une aventure, échouer 3, 4, 5 fois, mais à chaque fois, on va apprendre un petit quelque chose de plus. Je trouve que c'est un environnement très exutoire aussi, dans le stress qu'on a tous les jours dans la vie. Pendant cette heure et demie-là, nous, au lieu de lire ou d'écouter un film, d'aller faire du sport, nous, on va vivre une aventure. Puis on va participer activement à l'évolution de l'histoire. Thibaut, quelque chose à ajouter? Je me revois avec des amis, on attend une heure précise à 4 ou 5. OK, on fait le monstre final tous ensemble. Je me revois faire ça, c'était vraiment cool. Ça me donne l'impression que pour participer à ce genre de jeu-là, ça prend une grande intelligence. Il faut vraiment être à l'affût de beaucoup de détails. Faut rien, malgré tout, il faut prendre ça au sérieux. Tu peux pas prendre ça à la légère, à mon avis, et participer à ce genre de quête-là. Je sais pas si j'aurais autant de plaisir que ça. Ma vie est beaucoup plus simple. Il y a plein de choses qui sont fascinantes et qui m'intéresseraient. Mais après coup, est-ce que j'ai ce temps-là à donner? Ça te prend une heure, juste choisir ta coupe de cheveux, ton personnage et tout. Fait que... Moi, je serais peut-être curieuse d'assister, de voir des gens jouer. Moi, j'étais jeune, puis j'avais un cousin, Mathieu, qui était super bon aux jeux Nintendo et compagnie, puis je passais même des journées entières à le regarder jouer. Je voyais ça comme un film, tu sais. Je l'aidais, tu sais, va peut-être voir là, tout ça. J'étais une copilote. On pouvait pas passer à côté des préjugés qui sont véhiculés à l'égard des gamers. Donc, on a Michael Lessard, notre expert, qui nous en parle un peu. On l'écoute.
On a souvent cette réputation-là qu'ils passent 40 heures à jouer semaine, ils sont sur l'aide sociale, ils habitent chez papa-maman dans un sous-sol, à la noirceur, ils font rien, ils ne font que ça de leur vie. Serge Yvan, est-ce que vous aviez, dans un petit raccoin de vous-même, des préjugés envers les gamers? Ah, mais il m'enlève les mots de la bouche. Hein, me semble que c'est un peu ça l'image qu'on a du gamer, là, celui là, qui a le gilet un petit peu trop court, puis qu'il y a des nachos qui dépassent là, sa bedaine, puis qu'il devrait se lever puis se laver plus souvent. Mais ça, c'est dans... Il y en a très peu. J'en connais un, là, je voudrais saluer Michel, d'ailleurs, parce que Michel, il est un peu comme ça. Mais j'allais dire que c'est peut-être ce qu'on a vu aussi à la télé, tu sais. Ouais, peut-être. C'est peut-être l'image qu'on a donnée. Je vois bien, là, dans le quartier Myland, puis les trucs Ubisoft et tout, puis que c'est du monde qui sont branchés, qui sortent dans les restos puis les bars cool, puis qui ont l'air d'avoir une vie sociale et tout. Après coup, il y a autant d'hommes et de femmes. J'étais comme juste dans ma tête, c'est juste des gars aux presses, là, qui Non, mais jouent. les filles aussi, il y a un côté très cool. Tu sais, même Miss Harvey qui a fait Big Brother, je sais qu'elle, c'est une gameuse de fou qui a une rigueur de vie incroyable. Puis elle se fait bien porte-parole aussi des autres femmes là, qui aiment ça jouer. Qui aiment ça jouer, puis qui font de ce jeu-là presque un travail. Là. Dans la création de personnages, on va aller voir ce que Simon a à nous dire. L'Alliance, on voyait ça comme le bon côté. Parce que du côté de la Horde, c'était plus des personnages pas tant humains, là, comme des orques, comme moins beaux. Fait qu'on se disait toujours la Horde, c'est les méchants, puis l'Alliance, c'est les bons. Puis au départ, quand on joue, on a tendance à aller plus vers l'Alliance. Il n'y a pas un bon et un mauvais côté, parce que quand tu regardes l'histoire, justement, du jeu, tu fais pas juste jouer, mais tu lis vraiment, puis tu regardes l'histoire, c'est qu'il y a des mauvais du côté de l'Alliance. Vice-versa, il y a des bons des deux côtés. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, ben oui, tu sais, pourquoi pas. Fait que j'ai joué aussi de l'autre côté, là, de la Horde. Est-ce que vous seriez capable d'incarner un avatar méchant? Ben, certain. Ah oui. En fait, c'est raison de plus pour pouvoir jouer. Moi, je suis un bon gars dans la vie. Il me semble que ça me permettrait d'être un peu plus evil, hein, un peu plus méchant. Moi, tant qu'à jouer, je voudrais que ça marche, mon affaire. Là. Simon et Michael nous expliquent quel genre de personnage ils aiment incarner. On les écoute. En jouant, on amène un peu ce qu'on est, peut-être dans la vie. Peut être une personne généreuse dans la vie qui aime ça aider puis faire la même chose dans le jeu, aller aider les gens qui sont peut-être moins habitués à avancer dans le jeu. 50% moi, 50% contraire à moi. Donc, je vais créer un personnage qui va avoir l'air soit plus méchant, qui va jamais rejoindre les armées ennemies, qui va être plus de ce côté-là, mais toujours garder le côté en moi qui est là pour protéger les autres. Donc, le rôle que je vais jouer, c'est le rôle de soigneur, guérisseur. Donc, c'est celle-là qui va supporter les gens. Pendant 2 heures, 3 heures, on joue chacun notre rôle. On se transporte un peu dans un autre monde. Là. J'ai l'impression qu'on peut pas trop se dénaturer. De ce que j'entends, que même s'il y a le rôle de méchant qui intervient, tout ça là-dedans, il y a comme la base, là, les racines qui sont là. On peut pas trop se dénaturer comme joueur. Est-ce que je me trompe? Ou... Moi, j'ai quand même connu des joueurs qui, mettons des personnes qui, dans la vie réelle, vont être des grands timides ou peu importe, puis qui vont jouer des personnages qui sont dans la démesure, des immenses... Comme, on voit pas tous les personnages, mais il y a des personnages dans le jeu qui sont... immenses, avec des énormes armures qui font une espèce de caricature qui sont pas dans la vraie vie. Un peu comme du théâtre, ça invite aussi à se découvrir, je pense, dans d'autres sphères. Ouais. Il y a une thérapie à faire avec ça. Nous avons questionné M. Michael Lessard sur le travestissement chez les avatars. On l'écoute. Il va y avoir des hommes qui vont aller avec le côté avatar féminin. Ils vont se dire, ben si je pourrais jouer ce personnage-là 20 heures, 30 heures, 40 heures semaine, ben j'aime mieux regarder un personnage féminin qu'un personnage masculin. Autant qu'il y a des femmes qui vont jouer des personnages masculins juste pour, en parenthèse, avoir la paix, qui est généralement des joueurs masculins quand ils vont voir un avatar féminin, vont tomber un peu en mode cruise un peu. Puis l'avantage d'un avatar féminin, généralement, va être capable d'aller chercher un peu plus de sympathie, d'aller chercher soit des avantages monétaires avec les autres joueurs. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire? Est-ce que vous croyez que dans le cadre du jeu en ligne, la fin justifie les moyens? Moi, je trouve ça... ça me rend un peu mal à l'aise parce que, dans le fond, on parlait tantôt de préjugés, puis il y a comme de quoi où est-ce que les gamers, ou du moins le monde du jeu Donjons et Dragons, on avait tellement des préjugés forts qui se déconstruisent. Et dans notre société, on est comme beaucoup plus dans un truc d'inclusion. Alors si on perpétue des trucs sexistes ou quoi que ce soit dans le jeu, ben là, pendant qu'il y a des avancées d'un côté, ben on recule de l'autre. Mais techniquement,
Il n'y a aucune fille qui va se battre en bédaine à l'air avec les seins strappés comme ça. Moi, ben c'est ça. Je suis pas une grande Il y a comme de quoi, conquérante dans la vie, mais je m'habillerais pas comme ça. À quand, là, une personne normale, là, une fille normale, là, puis des gars normaux, moi, les nains là, qui ont des gros bras, là, je crois pas plus. À bas les stéréotypes. À bas les stéréotypes. Non. Nous avons demandé à notre expert de nous parler de l'éthique relationnelle entre avatars. On l'écoute. Comme dans toute communauté, autant vie réelle que vie virtuelle, il y a du monde qui vont déroger un peu du code éthique ou du code d'honneur un peu de ces jeux-là. Donc, ils vont soit s'attaquer à des joueurs ou nuire à leur progression. Et généralement, les jeux aussi vont avoir une liste de politiques à adopter, à suivre là, de bon comportement sous cause de se faire bannir s'ils ne respectent pas ces dites règles-là. Stéphanie? Je trouve que c'est même rassurant de savoir qu'il y a des règles à travers tout ça. Ça fonctionne quand la modération fait son travail correctement. La modération, c'est ceux qui régissent le jeu. Un jeu avec 12 millions de joueurs, s'il y a juste 1%, donc juste 1000 joueurs qui se mettent à faire ça, ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir avoir une qualité de jeu, mettons. L'équipe Tip Top a demandé à notre expert s'il y avait des jeux d'intimidation en ligne. Il y a exactement les deux extrêmes des personnes extrémistes dans leurs pensées. Leur seul but, ça va être d'intimider, mais de nuire à la progression des joueurs. Mais autant qu'on a l'inverse aussi du monde qui vont se regrouper parce qu'ils vont partager la même idéologie, façon de jouer. Puis qu'eux, ça va être absolument le contraire, qui vont soit essayer d'empêcher les autres de nuire ou juste faire leurs petites affaires, d'avoir juste du plaisir entre eux. Thibault, vous pouvez peut-être nous parler des anti-jeux? Ben oui, il y a un système que tu peux tuer les gens en boucle à chaque fois qu'ils viennent récupérer qui reviennent à la vie, en fait. C'est que y a un système de points quand tu tues les personnes qui ne sont pas de ton équipe. Puis, il y a des joueurs qui abusent, en fait, de ce système-là pour empêcher les gens de progresser dans le jeu. Notre expert, Michael Lessard, nous a bien fait comprendre que la camaraderie prédominait quand même dans les relations entre avatars. D'ailleurs, Simon a quelque chose à nous dire là-dessus. Bien, les instances, c'est comme ce qu'on appelle des boss, des personnages plus durs à tuer. Tu vas en avoir 4-5 dans l'instance. L'instance, ça peut être un château. Tu arrives par la porte en avant, tu montes les étages. Dans telle pièce, il y a un boss. Puis, pour faire une instance, tu avais une personne qui, lui, prenait plus les coups, qui était plus, dans le fond, équipée plus solidement. Tu avais une autre personne qui faisait des dommages, puis un autre qui soignait, ce qui est important. Fait que quand on commence une instance, donc elle pouvait durer une demi-heure, tes soigneurs, bien, rendus dans le milieu de l'instance, c'était pas le temps de sacrer ton camp. Parce que, bien là, dans le fond, les autres étaient pris pour arrêter là parce que ça avançait plus. Alors, vous aurez compris qu'on faisait référence à différentes manières, dans le fond, de s'entraider dans les jeux massivement multijoueurs. Malheureusement, souvent, quand on pense aux jeux vidéo, on pense à la problématique de dépendance. On écoute Simon à ce sujet. On se dirait que tu embarques là-dedans, puis tu vois pas le temps passer. Ah non, il faut que je finisse. Je continue. Ça pouvait représenter ça, 5 heures là, après le travail. Puis je pouvais jouer aussi la fin de semaine. Peut-être encore ça, peut-être 5 heures le samedi, 5 heures dimanche. Là. Quand il venait une nouvelle extension, là, je jouais plus. Là. Je pense que c'est la même chose pour tous les joueurs qui aiment ce jeu-là. Ce qui fait que je reviens, c'est que j'ai besoin d'une certaine routine, moi, dans ma vie. Puis ça, je pense que c'était quelque chose qui me l'apportait parce que du coup, tu as découvert, puis tu as fait un peu ce qu'il fallait faire dans le jeu, mais après ça devient plus de la routine. À un certain point, je pense que dans ma vie, comme dans la vingtaine, ça a pu nuire la relation à laquelle j'étais à ce moment-là. Puis à cause que j'étais toujours fixé là-dessus, bien, j'ai peut-être passé à côté des choses aussi. Et admettons que j'ai commencé en 92, puis il y a eu des périodes où j'ai pas joué, puis quand je revenais, bien, c'est sûr que je me retrouvais avec l'émotion que j'avais là. Quand je jouais beaucoup, c'est comme c'est peut-être comme une drogue, là. Tu te sens relax, tu te sens dans tes bottines. Parce que l'environnement est important dans le jeu, la musique, l'ambiance. Tu passes d'une place à l'autre dans le monde là-bas, bien souvent la trame sonore va changer. On arrivait, puis juste d'entendre cette musique-là, avoir le même sentiment là, de bien-être. Est-ce que dans certains cas, la vie virtuelle peut être plus intéressante que la vraie vie? Pensez-vous que ça puisse arriver? Je pense que oui. C'est un peu désolant de dire ça, mais je pense que oui. Puis c'est un cercle vicieux parce que j'imagine qu'en se lançant là-dedans, il y a une résignation là, de dire, bon, ma vie sociale, moi, ça va être ça. Notre expert, Michael Lessard, avait quelque chose à nous dire sur le sujet.
Quand une personne commence à manquer du travail, manquer des rendez-vous, vouloir s'isoler au lieu de passer du temps avec des amis, là, je considère qu'il y a un peu plus une problématique au niveau là, de la dépendance. Mais je sais que maintenant, il y a des thérapies aussi pour des gamers, puis tout le kit, là, puis ça commence jeune. Tu sais, moi, j'ai des histoires que je connais de jeunes enfants qui jouaient énormément, que les parents devaient même amener partir avec le routeur là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Puis que, tu sais, maintenant, en appartement, vie d'adulte, ben le champ est libre, donc ça game. Puis sinon, ben ça s'alimente pas bien. Parce qu'en même temps, prendre le temps de se faire à manger, ben c'est bien trop long, ça m'empêche de jouer. Donc, ça peut aller loin. Je pense que c'est des cas extrêmes, là, comme dans n'importe quel autre domaine. Là. Thibault, quelque chose à ajouter? Il y a certaines barrières qui sont brisées assez vite. Exemple, comme moi, je suis issu de l'immigration, sur les gens en ligne, il n'y a pas mon physique, il n'y a pas toutes les choses, tous les préjugés qu'on se fait juste à la vue d'une personne, c'est pas là. Puis on se réunit sur une plateforme où on est parce que ça nous fait plaisir, donc on est dans un autre environnement, puis on est sur le même jeu, donc on est tous là pour la même raison, ouais. Puis je trouve que ça amène quelque chose. C'est sûr que je rejoins beaucoup mes deux collègues sur le fait qu'il y a un équilibre à trouver, mais dans certains cas, je pense que ça peut aider à la socialisation, au moins aider à entrer en interaction. Dans cette grande famille des avatars, il y a des beaux moments aussi. Puis en ce sens, on avait envie de vous présenter un extrait c'est une procession, dans le fond, en hommage à un jeune joueur qui est décédé à l'âge de 26 ans. Et donc, on vous invite à regarder. Nous sommes le samedi 16 janvier 2017, et en cette soirée, nous rendons hommage à Michael, un joueur allianceux de World of Warcraft, décédé il y a peu. C'est le jeune Lucas, son ami très proche, qui est venu vers les joueurs. Il voulait simplement rendre hommage à son ami qui, je cite, aurait fait pareil pour lui. La vidéo que nous allons vous montrer est un déroulé de la marche qui a été organisée par le groupe Facebook World of Warcraft France. Lucas, si tu vois cette vidéo, sache que ce que tu as fait pour ton ami, c'est magnifique. Toute la communauté est avec toi. C'est une évidence pour beaucoup, mais je le dis quand même, merci à tous de respecter ce moment. Merci à WoW qui nous a permis de tous nous réunir pour prouver encore une fois que les joueurs de MMO forment une belle et magnifique famille, quelles que soient les origines. Une nouvelle étoile s'ajoute à la voûte céleste d'Azeroth. On t'aime fort, Michael. C'est très touchant. Ouais. C'est comme, dans le fond, un rassemblement qui n'aurait pas été possible en personne parce que c'est des gens de partout. Puis, dans le fond, c'est une communion, tu sais. Ou lié à une passion. C'est très touchant, c'est vrai. Je trouve ça, moi, magnifique de voir une communauté soudée dans ce genre de moment. Puis d'en faire une vidéo, puis d'avoir réuni autant de personnes, je trouve ça fou. Je pense pas que c'était possible, en fait. C'est à l'intérieur du jeu qu'ils ont pu faire ça. C'est vraiment beau. On arrête la quête, on a un moment à vivre. Mais je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Merci Serge-Yvan, merci Thibault, Stéphanie. Puis ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours moyen justement de s'ouvrir à la réalité de l'autre. Vous avez été en quelque sorte des bons joueurs, vous aussi, à l'épisode. Merci infiniment. Et puis pour les gens à la maison, on vous invite à un prochain épisode de Tip Top. J'ai que 15 ans et lui était un peu plus grand, du coup il a pu m'aider, quoi. Il a pu m'expliquer, etc. Et j'ai pu comprendre de mes erreurs grâce à cette personne. C'était une très très bonne personne qui était là. À minuit, je pouvais l'appeler pour lui dire que je me sentais pas bien. Il m'aurait répondu sans problème, etc. Même si le lendemain il travaillait. C'était une belle personne. Oui, tout ça, alors que on s'est rencontrés que sur un jeu.